La conférence donc porte sur l'étude de l'ensemble des micro-organismes en milieu marin, particulièrement les microalgues, et comment les populations de microalgues en fait sont régulées dans le milieu marin par les virus. Les virus, c'est quelque chose qui était assez peu connu jusque dans les années 80, en milieu marin je parle, bien sûr, et ensuite des nouvelles technologies ont permis de vraiment les étudier et on ouvre un peu cette boîte noire des virus en milieu marin. Donc c'est de ça dont je vais parler. Ok, donc on va commencer. Bonjour à tous. Donc là on est pour jusqu'à midi et demi ensemble. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais très brièvement me présenter d'abord. Ensuite je vous parlerai donc de virus en milieu marin. Donc voilà, donc d'abord me présenter. Donc moi, mon nom c'est ici, je travaille dans une unité de recherche qui est universitaire et CNRS, qui s'appelle Biologie intégrative des organismes marins. Donc ça dépend du CNRS, ça dépend de l'université Pierre et Marie Curie, qui est Paris 6. Et en fait, c'est l'observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer. Donc Bagnoul-sur-Mer, ça se situe juste ici, à la frontière, juste à la frontière entre la France et l'Espagne, sur la côte méditerranéenne. Donc c'est un des trois instituts observatoires océanologiques de l'université Pierre et Marie Curie. Il y en a un à Roscoff en Bretagne, un ici à Bagnoul, et un à Villefranche-sur-Mer à côté de Nice. Mon parcours très brièvement, donc moi j'ai une formation universitaire, donc j'ai fait un doctorat à l'université Paris 7, ensuite un post-doctorat d'un an en Allemagne, donc pas du tout une formation de biologie marine au départ, mais plutôt biochimie, biologie moléculaire, pure et absolument pas marine. Et donc ensuite je suis allé en postdoc à Marseille, où là j'ai tenté le concours d'entrée et je suis rentré au CNRS. Donc je ne suis pas enseignant-chercheur, je suis chercheur CNRS. Et donc je travaille ici et je fais de temps en temps des cours, mais je ne suis pas chargé de cours comme un enseignant-chercheur de l'université. Voilà, ça c'est pour la petite introduction rapide. Ici vous avez, ici vous avez donc le bâtiment historique de la station, plus ici des nouveaux bâtiments qui ont été créés plus récemment. Ici ça représente à peu près 200 personnes, cette station marine à Bagnoul-sur-Mer. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc, de virus marins et en fait j'ai divisé cette présentation en trois parties. Je vais vous faire d'abord une introduction très générale sur le milieu marin et la biologie marine en général. Donc ça va être des généralités. Pour un certain nombre d'entre vous, je pense que ce sera déjà des redites, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc je vais vous en parler et puis finir sur l'importance des virus marins, des virus en milieu marin. Ensuite, je vous parlerai de la génomique environnementale, qui est, disons, des approches nouvelles qui explosent actuellement pour explorer un petit peu ce monde viral en milieu environnemental et marin en particulier. Et puis ensuite, je vous parlerai de quelques approches fonctionnelles, donc je verrai un petit peu selon le timing. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, en général, quand on parle de la mer, on parle de tout ça, c'est-à-dire on parle de poissons, on parle de milieux marins, de paysages marins, d'algues, on parle éventuellement de bateaux, de plaisance, de transport maritime, de pêche, voilà, on parle aussi de balnéaire. Moi, je ne vais pas du tout parler de tout ça aujourd'hui, moi je vais vous parler un petit peu donc, de ce qu'on ne voit pas. Non, ça passe plus. C'est celui de droite. Oui, c'est celui de droite, il marche bien. Là, il est coincé. Ah, voilà. Oui, voilà. Donc, je vais vous parler en fait de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans une goutte d'eau, de tout ce qui est le monde microbien au milieu marin, puisque le monde marin est essentiellement un monde microbien, en fait. Un petit problème de... Voilà. Si, je vais y arriver. C'est bon. Donc juste pour vous rappeler donc, que les océans c'est quand même 3/5 de la planète et surtout ce qu'on oublie quand même très souvent c'est qu'il y a ce qu'on appelle la zone photique qui est là. Ça passe assez mal quand même. Il faut que tu ouais. l'orientes vraiment. Ouais, sur le... Ouais. Ah, voilà. La zone photique, donc ici en fait qui est une zone qui fait entre 100 et 200 mètres d'épaisseur où la lumière peut pénétrer. C'est-à-dire qu'à partir de 200 mètres, c'est le noir absolu, et la profondeur moyenne des océans, c'est 4000 mètres. Ça veut dire que les océans, c'est un milieu froid et complètement obscur pour la grande partie de ces...
Mais nous, on va s'intéresser plus particulièrement à cette zone-là, parce que c'est la zone la plus riche, c'est la zone où il y a de la lumière, donc où la photosynthèse peut se faire, et où il peut y avoir de la production primaire. Donc, la vie marine, en fait, elle est essentiellement microbienne. Donc, juste pour vous donner quelques définitions, donc le plancton, en fait, c'est tout ce qui dérive de façon passive dans l'océan ou dans la colonne d'eau. Et phyto, c'est donc le plancton, les organismes planctoniques qui sont capables de faire de la photosynthèse. Alors, traditionnellement, en biologie marine, en océanographie, pour des raisons opérationnelles, en fait, on subdivise le plancton en différentes fractions de taille, avec le pico, le nano, le micro et le mésoplancton. Donc vous avez ici les différentes tailles. Ici, vous avez essentiellement la partie bactérienne qui est là. Et ici, vous avez les micro-organismes plutôt eucaryotes. Et les virus vont se trouver là, c'est-à-dire beaucoup plus petits. Alors, c'est très varié, c'est-à-dire que là-dedans, on va trouver pas mal de prokaryotes et pas mal de caryotes. Il y a un mélange un petit peu entre les deux. Et le phytoplancton, en fait, c'est l'ensemble donc du plancton qui va produire de la photosynthèse et qui va faire la production primaire dans l'océan. Donc ici, c'est extrêmement important parce que, en fait, ce phytoplancton est essentiellement microbien, unicellulaire, prokaryote ou eucaryote, et c'est lui qui va produire 95 à 98% de la biomasse marine en production primaire. Alors juste quand même, peut-être pour vous, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça, mais simplement pour éviter de faire des confusions entre photosynthèse et plantes. Donc ici, vous avez les trois grands domaines de la vie, avec bactéries, archées et eucaryotes. En ce qui concerne les prokaryotes, en fait, il n'y a ici qu'une lignée bactérienne qui produit de la photosynthèse oxygénique, c'est les cyanobactéries, avec deux grands genres qui sont dominants dans l'océan, Prochlorococcus et Synechococcus. Et par contre, en ce qui concerne les eucaryotes, donc vous avez la couronne ici des eucaryotes, juste pour vous resituer ici avec les métazoaires et les champignons qui sont là, les amibes ici. Ça, c'est la lignée verte avec les plantes terrestres qui sont là. Ici et ici les algues rouges. Et en fait, la photosynthèse est une propriété d'un certain nombre d'organismes, et on va retrouver des organismes qui font la photosynthèse dans toutes les branches de la couronne des eucaryotes, sauf ici pour les opisthocons, c'est-à-dire les métazoaires et les champignons. Donc en fait, la photosynthèse est une propriété qui est beaucoup plus large que simplement dans la lignée verte et les plantes, et qu'on va le retrouver dans tout un ensemble d'organismes qui n'ont absolument rien à voir d'un point de vue évolution, d'un point de vue évolutif avec les plantes. Voilà, alors c'est pas toujours si invisible que ça, et ces microalgues, elles peuvent de temps en temps faire des grandes efflorescences qui peuvent faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Ici vous avez quelques exemples avec des pigmentations différentes. Ici c'est une image satellitaire, ici c'est le sud de l'Angleterre, et vous voyez ici une efflorescence de microalgues qui va faire 200 ou 300 kilomètres carrés, donc quelque chose d'extrêmement important à l'échelle de la planète. Alors, juste une autre notion qui va être importante quand on va aborder les virus, c'est la notion de pompe physique et de pompe biologique du CO2. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez, comme vous le savez, la photosynthèse en fait, va utiliser la lumière comme source d'énergie, va utiliser le CO2 comme source de carbone, et va libérer de l'oxygène, mais va, à partir de ce CO2 inorganique, produire de la matière organique, donc l'intégrée, et donc produire de la biomasse. Et cette biomasse va ensuite être transférée aux différents niveaux trophiques dans l'océan ici, avec peut-être une respiration et un relargage de CO2, mais une partie va pouvoir en fait ici couler et sédimenter, et à ce moment-là avoir un piégeage ici géologique, et à ce moment-là on va avoir un piégeage géologique du CO2, donc il y a en fait une importance extrêmement grande de cette pompe qui est le puits de carbone, cette pompe biologique qui va pouvoir pomper le CO2 atmosphérique et pouvoir en partie le stocker au niveau géologique dans des sédiments. Et donc on va avoir un stockage, et ça veut dire que des micro-organismes à l'échelle planétaire, qui sont donc extrêmement petits, vont avoir un rôle global au niveau du taux de CO2 dans l'atmosphère et donc au niveau éventuellement du climat. Il y a aussi une pompe physique qui est simplement la dissolution de gaz carbonique dans l'océan,
sous forme de HCO3 ici, et donc les deux réunis en fait font que l'océan est un est un régulateur extrêmement important des taux de CO2 dans l'atmosphère. Alors juste ici, justement, pour vous donner un petit peu des bilans, en fait, vous voyez ici, c'est des gigatonnes de carbone ici qui sont stockés ou qui sont dans différents compartiments de la planète, donc aussi bien dans l'atmosphère qu'à l'interface atmosphère-continent ou atmosphère-océan. Et dans l'océan profond, vous voyez les quantités de carbone qui sont stockées, ou alors évidemment dans les sédiments. Et donc en fait l'océan est vraiment de ce point de vue-là extrêmement important, et on va revenir dessus tout à l'heure quand on va parler virus, parce que vous verrez que les virus peuvent avoir un rôle dans la régulation de ces puits de carbone. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez avoir cette pompe biologique qui va permettre, grâce à des micro-organismes, en fait, de piéger le CO2 dans les sédiments. Alors ces pompes biologiques, en fait, comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent de plusieurs façons, mais vous avez par exemple des micro-organismes ici, ce sont des unicellulaires, mais qui ont des petites écailles de calcaire ici, qui sont capables de faire des grands blooms ici, ou des foraminifères aussi, qui vont avoir des coquilles de calcium. Et en fait, ça c'est la réaction qui est là, c'est-à-dire que le gaz carbonique qui est dissous sous forme de HCO3 dans l'océan va se combiner avec le calcium pour faire du carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire ici, qui va être sédimenté. Et en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que des grandes falaises comme ça, comme Etretat ou les falaises de Douvres en Angleterre, sont en fait uniquement constituées de ces micro-organismes-là. Et ça, c'est finalement du gaz carbonique atmosphérique qui a été piégé dans le sédiment sous forme géologique et qui est piégé pour des périodes géologiques extrêmement longues. Donc simplement pour vous montrer comment on peut passer, en fait c'est ça l'intérêt, d'une échelle microscopique ici à des échelles macroscopiques et comment ceci peut avoir des effets au niveau planétaire. Donc tout ça c'est l'enjeu en fait un petit peu de l'écologie marine en général et d'essayer de comprendre comment il y a des flux qui vont pouvoir s'organiser et comment tout ce système est régulé au niveau de l'océan mondial. Alors juste ici, quand même, pour vous, maintenant, on va parler un petit peu plus précisément, un petit peu des micro-organismes et des virus qui les attaquent. Simplement pour vous montrer la dynamique de tout ça, en fait, voilà, ici vous avez une animation qui est un enregistrement de la chlorophylle par des systèmes satellitaires. Donc là, vous avez un petit calendrier qui part. Là, c'est un enregistrement qui a été fait par une mission satellite. Ça, vous trouvez ça sur le site web de la NASA. Donc c'est de 1997 à 2005. C'était un satellite qui avait été lancé et qui enregistre la fluorescence émise de chlorophylle à la surface de la planète. Donc vous avez ici, vous voyez très bien ici, l'alternance des saisons sur les continents. Vous voyez que quand c'est vert, c'est qu'il y a beaucoup de chlorophylle. Donc c'est plutôt l'été dans l'hémisphère nord. Et voilà. Et sinon, la chlorophylle disparaît pendant l'hiver et revient. Et vous voyez que dans les océans, vous avez des grandes dynamiques aussi qui se produisent de chlorophylle avec des grands déserts. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout homogène en fait. Et vous voyez très bien que vous avez le centre des océans qui est pauvre en chlorophylle, alors que les systèmes côtiers ou certains endroits en fait, sont enrichis par les apports du continent. Et vous avez beaucoup plus de chlorophylle qui est présente ici. Donc en fait, une distribution très hétérogène en fait. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que le phytoplancton océanique, qui est donc microbien, produit à peu près 50% de la biomasse de la planète. C'est-à-dire que la moitié de la biomasse est produite par les plantes sur les continents, et l'autre moitié est produite par le phytoplancton, ici, que je viens de vous décrire. Et ça représente en fait peu en termes de quantité de biomasse parce que c'est extrêmement dynamique. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'ensemble du phytoplancton de la planète est renouvelé chaque semaine. Donc il y a des dynamiques de population qui sont extrêmement rapides. Ce sont des organismes qui ont des courtes durées de vie, qui se divisent très rapidement, en général 1 à 2 fois par jour. Donc ça veut dire que l'ensemble du phytoplancton océanique est complètement renouvelé chaque semaine, alors que pour renouveler l'ensemble des plantes terrestres, entre les plantes annuelles et les forêts, etc., il y a une moyenne d'au moins 9 à 10 ans. Donc ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques d'un point de vue environnemental, ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques de population entre ce qui se passe sur les continents et ce qui se passe dans les océans. Alors en fait, voilà, donc ce dont on va parler maintenant, c'est les facteurs qui vont contrôler la croissance du phytoplancton.
Donc en fait, vous avez tout un ensemble de paramètres physico-chimiques, donc la présence de nutriments, la température et la lumière, bien sûr, qui vont jouer, la concentration en CO2 et la concentration en oxygène, ça c'est des paramètres physico-chimiques qui vont contrôler la diversité et les dynamiques de croissance du phytoplancton. Et puis vous avez des paramètres biologiques, des interactions biotiques qui vont contrôler ces populations. Alors tout le broutage, c'est-à-dire tous les organismes qui vont se nourrir sur le phytoplancton, les virus et les symbioses, puisqu'il y a tout un ensemble de systèmes symbiotiques qui existent aussi. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser un petit peu à la partie virale, en fait, le compartiment viral, et comment ces virus vont contrôler les dynamiques de population du phytoplancton. Voilà. Alors, les virus dans l'océan. En fait, les virus dans l'océan, c'est quelque chose qu'on avait assez négligé parce que dans les années 1970-80, c'était un peu compliqué pour le faire. On savait qu'il y avait beaucoup de virus dans l'océan, mais on n'en savait pas beaucoup plus parce que les techniques qui étaient disponibles, c'était les techniques de microscopie électronique qui étaient lourdes. Il fallait concentrer l'eau de mer, il fallait faire des marquages, des colorations. C'était compliqué, mais on savait, il y avait eu des études qui avaient montré, on voit ici des images avec des structures qui sont des structures virales. On savait qu'il y avait des virus dans l'océan et qu'il y en avait pas mal. Dans les années 85-90, il y a des marqueurs fluorescents qui ont été utilisés de plus en plus et qui ont énormément facilité ces approches. Et on s'est rendu compte que les virus étaient abondants dans les océans et on a pu commencer à les quantifier. Donc en fait, voilà comment ça a été quantifié. En fait, ce que vous voyez, c'est que dans l'océan, en termes de biomasse, en fait, l'océan, la mer, c'est des bactéries. Essentiellement des bactéries, à très grande majorité en termes de biomasse. Vous avez des virus qui, même en termes de biomasse, sont loin d'être négligeables, et ce qu'on appelle les protistes, c'est-à-dire les unicellulaires eucaryotes. Par contre, en termes d'abondance, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, et donc en termes d'abondance, c'est-à-dire en nombre exactement, les virus sont, et de très loin, les entités biologiques les plus abondantes dans l'océan. C'est-à-dire que c'est extrêmement important. Vous voyez que dans les zones côtières, on peut avoir entre 3 millions jusqu'à une centaine de millions de virus par millilitre d'eau de mer. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans chaque gorgée d'eau de mer que vous buvez quand vous buvez la tasse, vous devez à peu près ingurgiter une centaine de millions de virus à peu près. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de l'abondance des virus. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et on ne savait pas trop quelle était cette diversité, c'était une espèce de boîte noire. Et voilà. Vous voyez, il y a même des gens qui ont calculé, qui se sont amusés à calculer en termes de quantité de carbone ce que ça représentait. Cette population de virus, ça représente comme s'il y avait 75 millions de baleines. C'est l'équivalent de quelque chose de quand même assez colossal. Alors, quelle est la grande question en fait? Quelle est la grande question? Je reviens un petit peu sur ce schéma où en fait vous avez le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, qui va être pompé ici, le phytoplancton qui va se développer grâce à la photosynthèse en utilisant ce gaz carbonique, et la biomasse va être transférée dans les différents nouveaux trophiques ici. Et puis, il y a des rejets de matière organique qui vont être exploités par la boucle microbienne. Et cette boucle microbienne, en fait, va, elle, faire plutôt de la respiration et va donc relarguer du gaz carbonique. Et l'ensemble était assez bien connu, avec une partie qui sédimente, une partie qui est en respiration. Et tous ces flux-là étaient assez bien connus. Et c'est ce qui est à la base un petit peu des modèles climatiques, simplement pour prévoir un petit peu les flux de carbone aux différents niveaux trophiques. Ça, c'était assez bien connu. Et la grande interrogation qu'il y a là, c'est qu'on s'est rendu compte que les virus, en fait, pouvaient provoquer ce qu'on a appelé un shunt viral, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une transmission de la matière organique créée aux différents niveaux trophiques ici, vous pouvez avoir un shunt avec directement une lisse virale, et cette lisse virale va à la fois approvisionner la boucle microbienne en matière organique, et puis éventuellement augmenter la sédimentation. Et en fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est la valeur de ces flux, et savoir exactement un petit peu plus précisément comment ces flux sont régulés par les virus. Et ça va être un petit peu ce dont on va parler maintenant. Donc voilà, donc en fait il y a trois grandes approches principales pour étudier les virus marins. La première, c'est essayer d'avoir une meilleure idée de l'importance et de la diversité de ces virus, de ce compartiment viral, savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouvrir la boîte noire, en fait, c'est ça l'idée.
La deuxième, c'est mieux comprendre les cycles viraux, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne, tout ça, comment tout ça va fonctionner. Et la troisième, c'est essayer d'avoir une approche quantitative pour essayer d'estimer un petit peu l'importance des flux, l'importance de la lisse virale, et donc l'importance de tous ces flux et de ce chaîne viral. Voilà. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu introductive que dans le, si je reviens sur le plan que je vous avais proposé au départ. Donc ça c'était, disons, les généralités. Et là, ce que je voudrais maintenant, c'est un petit peu vous montrer comment les techniques plus récentes de génomique environnementale ont permis d'ouvrir la boîte noire et de mieux caractériser la diversité virale. Alors, c'est quoi la génomique environnementale? Je pense que ça, je ne sais pas si c'est quelque chose si c'est des notions que vous connaissez. En fait, l'idée de base, c'est ça. Vous prenez de l'eau de mer, vous prenez 200 litres d'eau de mer, et vous la filtrez pour avoir une classe de taille définie. Par exemple, si on s'intéresse au virus, on va filtrer pour avoir un intervalle de taille qui va être de 0,01 jusqu'à 0,45 microns. Donc, tout le reste, on élimine par différentes filtrations séquentielles. Ensuite, sur le filtre qui va vous rester, donc sur le filtre, vous allez avoir les organismes qui sont là, et à partir de ce filtre, vous allez faire des extractions d'acides nucléiques, soit des extractions d'ARN, ou soit des extractions d'ADN, selon ce que vous voulez. Et à partir de là, vous allez pouvoir séquencer ce qu'il y a dessus, et donc vous allez avoir une idée un petit peu des organismes ou des entités biologiques qu'il y a là. Donc vous allez pouvoir faire du séquençage au hasard, du shotgun, ou vous allez pouvoir amplifier des gènes marqueurs qui ici, voilà, un certain nombre de gènes marqueurs. Alors, la difficulté avec les virus, c'est que vous savez que quand vous utilisez des gènes marqueurs, je ne sais pas si c'est clair pour vous, sur les eucaryotes ou sur les prokaryotes, ce qu'on essaye d'utiliser, c'est des gènes qui sont universels, c'est-à-dire des gènes qui sont présents dans tous les organismes, quelle que soit leur lignée. Et donc, par exemple, en général, on utilise les gènes ribosomiques, donc les 16S pour les bactéries et le 18S pour les eucaryotes. Le problème des virus, c'est qu'il n'y a pas ces gènes marqueurs universels, ça n'existe pas. Donc, on prend un certain nombre de gènes qui sont relativement partagés par beaucoup de virus, mais pas par tous. Donc, par exemple, le gène de la polymérase B ou les gènes de la capside. Après, c'est une des difficultés, il n'y a pas de marqueur universel pour les virus, pour ces techniques-là. Et la deuxième approche, en fait, qui va être une approche beaucoup plus fonctionnelle, c'est vous prenez de l'eau de mer, que vous filtrez, là encore, comme là, ici, mais simplement, cette eau de mer, vous allez la tester sur des organismes en culture que vous avez. Ici, par exemple, vous avez une microalgue qui pousse très bien, et puis là, vous avez mis de l'eau de mer de différents prélèvements qui a été filtrée, et vous voyez qu'il y a une lisse virale, enfin, il y a une lisse qui est là, donc il faut savoir si c'est bien viral, etc. Donc il y a plein d'études, ça permet de savoir, et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement isoler ces virus en utilisant des techniques de plage de lise ici, et vous pouvez avoir à ce moment-là des virus qui sont purifiés, et là, vous avez le virus lui-même, alors que là, vous n'avez pas le virus, vous avez juste sa signature. Le problème, là encore, c'est pour ça que les deux approches sont complémentaires, c'est que là, vous n'avez pas d'hôte universel pour les virus, c'est-à-dire que là, vous êtes tributaire de l'hôte et de la spécificité. Vous utilisez un hôte, et vous allez isoler sur cet hôte les virus qui vont l'infecter. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme virus un petit peu? Maintenant, on commence à connaître un peu mieux les choses. Donc, vous avez ici différents environnements. Mais vous voyez, chez l'humain, il y a plein de virus aussi. Nous-mêmes, on est plein de virus, pas pathogènes, heureusement, pour la grande majorité d'entre eux. Et vous avez à peu près 50% des virus, même chez les animaux en général et chez les humains, 50% qui sont des virus à ADN et 50% qui sont des virus à ARN. Parce que vous savez qu'il y a différentes catégories de virus de ce point de vue. Dans les milieux aquatiques continentaux, donc dans l'eau douce, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et par contre, en milieu marin, il y a pour l'instant deux décrits, à peu près 95% de virus qui sont des virus à ADN et très peu de virus à ARN. Alors, la grande question qui se pose actuellement, c'est est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est un biais dû aux méthodes utilisées? Et la question reste encore posée ici, c'est-à-dire qu'on pense, parce que maintenant, quand même, tout un ensemble d'études utilisant différentes approches ont été publiées, et on pense que ceci correspond à peu près à la réalité et à l'image réelle. Mais il y a toujours quand même un doute sur le biais potentiel qui fait qu'on rate un petit peu les virus ARN pour des raisons méthodologiques.
Alors juste pour vous donner ici une idée, il y a très peu de virus qui ont été vraiment caractérisés avec leurs hôtes ici. Vous voyez que ce qui est intéressant, tout ça ce sont des microalgues, des noms de microalgues que je vous ai mis là, donc des unicellulaires de microalgues. Et ce qui est intéressant, c'est que comme pour les animaux ou même les plantes en fait, une microalgue peut être infectée par différents types de virus. C'est-à-dire que ce que je vous ai mis en rouge là, c'est des microalgues ici comme Micromonas qui est là, qui va être infecté par un virus à ADN double brin, mais aussi par un virus à double brin ARN. Donc en fait, et d'autres exemples qui sont là pour hétérosigma ou hétérocapsa, où vous avez des virus ADN et des virus ARN. C'est-à-dire que tous les organismes, quels qu'ils soient prokaryotes ou eucaryotes, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires, peuvent être infectés par toute une panoplie de virus. En fait, il y a pas, même s'il y a des préférences en général, il y a tout un ensemble de virus qui peuvent infecter les mêmes organismes. Voilà, alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelques études qui ont montré que peut-être qu'on loupe en fait la moitié des virus dans l'océan. Et donc ça c'est des études qui ont été faites, je ne vais pas rentrer tout dans le détail parce que ce n'est pas ce que je veux faire. C'est simplement, je voulais vous le mentionner, c'est qu'il y a encore des études qui sortent, qui montrent que peut-être qu'on a des biais méthodologiques et que donc on loupe la moitié des virus dans l'océan parce qu'on loupe les virus à ARN en fait. Et donc là, c'est des prélèvements qui ont été faits dans la mer des Sargasses, disons côté Caraïbes, pas très loin, et qui ont montré que là, il y avait une quantité importante, voire la moitié des virus, étaient des virus à ARN et non pas des virus à ADN. Et là encore, une étude qui montre qu'il y a des microviridés qui sont des petits virus à simple brin ADN qui sont finalement plus importants que ce qu'on pensait. Alors ces études sont réelles et correspondent probablement à des environnements particuliers où dans des endroits il y a effectivement beaucoup de virus qui ne sont pas des virus ADN double brin, mais que quand même globalement la grande majorité des virus sont des virus à ADN. Alors, ensuite, la deuxième question qui se pose dans ces virus, ils infectent quoi? Est-ce que c'est des virus qui sont des virus spécifiques de bactéries, donc des bactériophages, ou est-ce que c'est plutôt des virus qui vont infecter des eucaryotes? Donc en fait, on n'a pas vraiment de données pour connaître la proportion de virus qui vont infecter des cellules, des organismes eucaryotes ou des organismes prokaryotes. Il semble quand même qu'une grande proportion de ces virus soient des bactériophages, au moins la moitié. Mais que ça va dépendre un petit peu des endroits où on est, que ce soit, disons, sur des zones côtières ou des zones plutôt au large, dans la zone obscure de l'océan, qui est quand même la plus grande zone de l'océan, ou dans la zone éclairée, ou que ce soit dans les sédiments. Ensuite, un deuxième point qui est important et qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'ils font ces virus? Vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez les cycles viraux, mais vous savez que dans les cycles viraux, il y a plusieurs options. Il y a une option lyse, c'est-à-dire que le virus va infecter et va lyser la cellule infectée. Et puis vous avez des virus qui sont capables de s'intégrer dans le génome, de rester un certain temps, puis éventuellement de refaire un cycle lytique. Et c'est le cycle lysogénique. Donc c'est clair apparemment que chez les prokaryotes, il y a un haut pourcentage de cycles lysogéniques et que par contre chez les eucaryotes, il n'y a pas ou très peu de cycles lysogéniques et que les virus qui infectent les eucaryotes dans ces micro-organismes marins sont des virus qui sont lytiques. Alors comment c'est étudié? En fait, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est deux grandes expéditions qui ont été faites dans les 20 dernières années, là, je ne retrouve même pas 10 dernières années, qui ont exploré un petit peu le monde microbien marin et en particulier les virus. La première, c'est une expédition américaine qui s'appelle le GOS pour Global Ocean Survey, ici. C'est Greg Venter. Greg Venter, c'est l'homme qui... Enfin, c'est son labo, qui a été un des premiers à séquencier le génome humain. Puis après, il s'est intéressé un petit peu à ce qui se passe dans l'environnement. Et il a fait la technique que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser des filtrations, d'utiliser des filtres, extraire l'acide nucléique, donc les ADN essentiellement dans ce cas-là, et puis essayer d'identifier, séquencer tout et essayer d'identifier ce qu'il y avait. Donc il a fait le tour du monde sur entre 2003 et 2010, et donc ça a été long, et tous les, 200 km à peu près, il a prélevé de l'eau de mer, 200 litres d'eau de mer, et ils ont analysé ce qu'il y avait. Donc vous avez les différents trajets en deux expéditions
ici. D'abord 2003-2008 et 2009-2010. Donc ça a été fait. Alors cette expédition, un petit peu, a ramené énormément d'échantillons, énormément d'informations, mais était surtout centrée sur le monde bactérien. Donc ça a été, voilà. Mais simplement, il y a aussi beaucoup d'informations sur les virus là-dedans. Et la deuxième expédition, qui est beaucoup plus récente, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été essentiellement une expédition française, qui est Tara Océan, qui, elle, s'est déroulée de 2009 à 2013 à peu près, et qui a aussi fait le tour du monde, vous voyez, donc c'est parti de l'Orient, donc pas très loin d'ici, Méditerranée, Mer Rouge, Océan Indien, enfin voilà, ils sont passés là, ils ont fait le Pacifique, et ensuite ils ont terminé par les zones arctiques pour retourner et revenir à l'Orient. Donc ça a été fait sur ce bateau, ici, où là, il y a eu des études, pareil, ils ont prélevé de l'eau de mer très régulièrement, je ne me souviens plus la distance entre les points qui ont été échantillonnés. Et là, ça a été beaucoup plus complet, puisque l'eau de mer a été fractionnée au niveau de la taille, en différentes fractions. Et donc, il y a eu la fraction eucaryote, la fraction procaryote et la fraction virale. Donc, il y a tout un ensemble d'informations. Et alors, c'est très très long parce que ces échantillons ont été complètement collectés et après, le temps de les analyser, etc., en fait, les articles, les publications qui sortent de ça sont en train de sortir maintenant. C'est-à-dire que les premières publications datent de 2015 et là, il y a encore, en janvier 2018, il y a encore des publications qui sortent et on est actuellement en pleine publication de toutes les analyses de ces échantillons qui sont là. Ouais, ça je vais passer. Voilà. Donc, et ça, juste pour vous donner un exemple un petit peu de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, sur cette expédition Tara. Ça, c'est le premier article. Le tout premier article, il date de 2013, qui était sorti. C'était un petit peu, c'était préliminaire, c'était pas une analyse globale. Là, c'est des échantillons qui partent de l'Orient jusque un petit peu la pointe de l'Afrique du Sud, un petit peu après, là, dans l'Atlantique Sud, ici. Et donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est que là, vous avez les différents points qui sont là. Alors, il y a des prélèvements qui sont en surface et des prélèvements qui sont à peu près à 30-40 mètres de profondeur. C'est à peu près ça, les deux prélèvements qui ont été faits. Donc, vous avez ici les différents points de prélèvement qui sont là, ici. Et ici, vous avez le pourcentage des différentes catégories de virus qui sont là. Et vous voyez que selon les endroits, eh bien, ça change énormément. Et par exemple, juste pour vous montrer, ici, vous voyez, vous avez ici des figures, vous voyez que c'est très différent de ce qu'il y a ailleurs, puisque ces zones bleues ici, ces zones vertes, et même ces zones noires ici, sont beaucoup plus étendues que dans les autres endroits. Et ça, c'est des points qui correspondent exactement à la pointe du sud, de l'Afrique du Sud ici, c'est-à-dire le passage, où il y a un courant, le passage de l'océan Indien dans l'océan Atlantique. Et on voit que là, les populations de virus, ici, puisque là, c'est les virus qui ont été analysés, sont extrêmement différentes. Et là, on a une dominance, par exemple, des prasinovirus, qui sont plutôt moins importants dans les autres endroits ici. Donc on voit que là, on peut faire de la biogéographie et un petit peu voir les différentes catégories de virus qui sont présents dans les différents endroits. Donc ça, c'est le genre d'études qui étaient faites, qui ont été publiées assez rapidement. Et vous voyez qu'ici, c'est simplement des données partielles, puisque ça s'arrête là, alors qu'il y a eu plein d'autres points qui ont été faits après. Et d'ailleurs, toutes les données qui ont été faites dans l'Arctique ici ne sont pas encore publiées, elles ne sont pas accessibles. Voilà, donc je reviens sur les techniques ici. Je voudrais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit, on peut filtrer l'eau de mer à différentes porosités. On va faire des extractions d'ADN, d'acide nucléique, et on va soit amplifier des gènes marqueurs pour voir la diversité des espèces, soit tout séquencer au hasard, soit séquencer l'ARN. L'ARN nous donne accès au transcriptome, c'est-à-dire à l'activité métabolique potentielle des organismes. Donc les trois données sont un petit peu complémentaires. Là, vous avez des informations sur la diversité. Là, vous avez des informations sur les génomes, parce qu'on reconstitue les génomes quand on séquence tout, mais qui sont mélangés au départ. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et là, le transcriptome, en fait, où là, vous avez l'expression des gènes, donc l'activité métabolique potentielle de ces organismes. Alors, je voudrais là vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ça, comment ça a été fait, et comment, au cours du temps, ça a évolué. Donc l'histoire démarre en 2001. En fait, en 2001, où les gens ont commencé à faire ça en utilisant des gènes marqueurs, donc les gènes 18S, en fait, gènes ribosomiques, et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'organismes
ici tous ceux qui sont marqués en bleu ici, qui étaient complètement inconnus. Donc là, ils ont identifié plein d'organismes, de micro-organismes, hein, ici c'est des pico-eucaryotes, qui étaient là et qui étaient complètement inconnus, même des lignées entières de micro-organismes qu'on ne connaissait absolument pas. Et là, on se retrouve dans une situation un petit peu paradoxale, c'est que ces organismes, on a leur signature, on sait qu'ils existent, mais on ne les a pas. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais vus, on ne les a pas en culture, on ne sait pas du tout à quoi ils correspondent, etc. On a juste une signature d'un gène qui les compose. Et ça, c'est une histoire, justement, alors donc ensuite, là, on progresse, hein, donc ça c'était 2001, là on arrive en 2007. En 2007, en fait, il y a des gens qui se sont dit, on va essayer quand même d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire de voir ces organismes qui sont inconnus. Donc il y avait tout un groupe d'organismes qui étaient dans les lignées, dans les phylogénies, qui étaient là, et qui étaient inconnus. Et donc ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des sondes nucléiques, des acides nucléiques, pour faire de l'hybridation in situ, pour essayer de voir ces organismes sur des filtres qui avaient été préparés. Et en fait, les gens ont vu, donc là, ça a été publié, ça a été vu que ces organismes, en fait, c'était des organismes qui faisaient 5 microns, qu'ils avaient un noyau ici, donc qui est coloré ici en bleu, ici, en fait, il y avait et puis un deuxième petit noyau peut-être, et puis de la chlorophylle, et voilà. Donc en fait, là, ce que se sont dit les gens, c'est que c'était une microalgue, les picobiliphites, qu'ils les ont appelés, ces organismes qui étaient inconnus, c'était des algues qui étaient symbiotiques, endosymbiotiques, et donc qui avaient de la chlorophylle. Donc c'était des organismes photosynthétiques a priori. Et ça a été confirmé en 2008 par une équipe américaine qui a montré que ces micro-organismes, ils étaient très largement distribués, et qu'ils étaient effectivement probablement photosynthétiques. Mais quand même, il y avait un doute. Il y avait un doute parce que ce n'était pas tout à fait clair. Et en fait, il a fallu attendre l'émergence d'une nouvelle technique qui est ce qu'on appelle le tri cellulaire, que vous connaissez peut-être, donc c'est de la cytométrie en flux. Le principe, c'est que vous faites défiler dans un échantillon donc des cellules en suspension, vous les faites défiler dans un canal ici, une par une. Ça passe devant un faisceau laser ici, où elles vont être analysées pour leurs caractéristiques de taille, d'autofluorescence, etc. Et vous allez pouvoir induire des petites impulsions électriques qui vont dévier les cellules en fonction de leurs caractéristiques que vous aurez définies. Donc vous pouvez les trier. Et en les triant, vous pouvez les enrichir donc en telle ou telle catégorie, ici, c'est ce qui a été fait. Et à partir de là, vous pouvez séquencer ça. Alors ici, elles sont mortes, hein, c'est-à-dire que vous n'avez plus les cellules vivantes, mais vous les avez quand même en tant que cellules. Donc ça a été séquencé, et c'est ce qui a été fait. Donc là, on arrive en 2011, où les gens ont trié comme ça, et ont réussi à avoir 109 cellules uniques qui ont été isolées. Et à partir de là, il y en a qui ont été entièrement séquencés. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant par amplification, c'est le single cell amplification, on arrive à partir d'une seule cellule à séquencer son génome, en l'amplifiant de façon extrêmement importante. Et donc il y a 3 cellules correspondant aux picobiliphites qui ont été amplifiées, et on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de gène du chloroplaste, il n'y avait pas de gène du chloroplaste, et que c'était certainement pas des organismes photosynthétiques, mais que c'était plutôt, et que la fluorescence qu'on avait vue, qu'on pensait être de la chlorophylle, était en fait très probablement des proies qui avaient été ingérées par les organismes. C'est des organismes hétérotrophes qui sont phagotrophes, qui sont capables d'ingérer des proies, notamment photosynthétiques, mais ils ne sont pas photosynthétiques eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, et là je reviens au virus, c'est que ces 3 cellules qui sont là, quand vous les séquencez, vous séquencez leur génome, mais il y a plein d'autres séquences qui sortent et en fait qui correspondent en général au régime alimentaire de ces organismes. C'est-à-dire que ces organismes se nourrissent sur d'autres organismes, et donc vous allez séquencer aussi les proies qui sont là. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous avez un certain nombre, notamment ici, par exemple, même des virus. On voit que ce sont des organismes qui mangent des virus. Et on voit qu'il y a une cellule ici où il y a des séquences virales qui sont, vous voyez là, vous avez une interruption, qui sont 100 fois plus importantes que les autres. Et là, très probablement, on a en fait un virus qui était en train d'infecter cette cellule-là. Et donc, on a séquencé la cellule et on a séquencé le virus avec. C'est-à-dire qu'avec ces techniques-là, on a progressé puisqu'on est capable de connaître le génome de ces cellules, donc tout un ensemble d'informations sur ces cellules. On est capable, à la limite, presque de connaître leur régime alimentaire, quelque part. On est capable d'identifier le couple cellule-hôte et le virus qui l'infecte. Mais alors, le paradoxe, c'est qu'on n'a toujours pas les cellules en culture et on ne les connaît toujours pas. Donc en fait, maintenant, on se retrouve un petit peu dans la situation où on a tout un ensemble d'informations sur ces cellules.
On est capable même de dire quels virus vont infecter ces cellules, dans certains cas, mais par contre, on n'a toujours pas les cellules en culture. Et là, il y a un réel goulet d'étranglement technologique qui est un petit peu de développer les techniques de culture de ces micro-organismes. Et ça, c'est un réel besoin pour essayer d'augmenter énormément les capacités de culture et de développement de ces organismes, pour les avoir vraiment et pouvoir faire des études fonctionnelles. Alors, ce qui est sorti beaucoup plus récemment, puisque ça, c'était, ça a commencé en 2011, mais ça a été surtout fait l'année dernière, c'est qu'on arrive maintenant à faire le tri cellulaire tel que du tri, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par un système de faisceau laser, et de trier des virus, et de mettre un virus dans chaque puits, un seul virus. Et chacun de ces virus, on arrive à amplifier son matériel génétique et à séquencer le virus, un seul virus qu'on arrive à séquencer à partir d'une particule virale, ce qui techniquement est un exploit. Alors, ces virus, ils sont dans l'océan, et en fait, une grande différence entre ces virus-là, c'est que, par exemple, avec ce qui se passe chez les plantes, ou même parfois chez les animaux, c'est qu'il n'y a pas de vecteurs qui vont transporter ces virus. C'est-à-dire que ces virus sont dans la colonne d'eau et vont pouvoir infecter, au hasard des rencontres, vont pouvoir infecter leurs cellules hôtes. Mais il y a quand même quelques... Là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ont montré que le zooplancton, et notamment les copépodes, sont capables de concentrer les virus, même de les ingérer, et en fait ces virus ne sont pas détruits dans le système digestif de ces copépodes, et dans les pelotes de déjection en fait de ces copépodes, qui sont donc des organismes très petits quand même, ça fait l'ordre du millimètre, donc dans ces pelotes de déjection, là, il y a des virus qui sont extrêmement actifs et qui vont permettre de la dissémination de ces virus, puisque ces copépodes sont capables de se déplacer sur des distances relativement grandes dans l'océan, et donc de disséminer un petit peu ces virus. Ici, ça a été fait avec les virus qui infectent la microalgue Emiliania huxley, où on voit que ces copépodes peuvent servir de vecteurs à la dissémination des virus. Alors, juste pour vous montrer, pour finir sur ces approches un petit peu environnementales, comment ça fonctionne un petit peu d'un point de vue des modèles écologiques. En fait, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'hypothèse de la banque rare. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un certain nombre d'espèces, de micro-organismes qui sont là. Et vous avez des espèces qui sont très abondantes. Ici, c'est l'abondance qui est en ordonnée ici. Donc vous avez les espèces dans un endroit donné, à un moment donné, vous avez des espèces qui sont très abondantes, puis vous avez des espèces qui sont un peu moins abondantes, encore un petit peu moins abondantes, jusqu'à un certain niveau qu'on appelle la population active de micro-organismes. Et puis vous avez, toujours au même endroit et au même moment, vous avez tout un ensemble d'organismes qui sont là, qui sont présents mais en très petit nombre, en très peu abondant. C'est ce qu'on appelle la banque en fait. Et ce qui se passe, c'est l'hypothèse, c'est que en fait, cette banque ici de micro-organismes qui sont présents en très petite quantité sont extrêmement importants parce que quand les conditions environnementales vont changer, et en milieu marin ça peut changer extrêmement vite, vous allez avoir à ce moment-là des conditions qui vont devenir défavorables pour ces espèces qui étaient abondantes dans les conditions précédentes, donc elles vont diminuer en quantité et venir dans la banque. Et par contre ici, dans cette diversité que vous avez là, vous avez tout un ensemble d'espèces qui vont, elles, trouver des conditions favorables dans les nouvelles conditions et qui vont pouvoir se développer et pouvoir devenir en fait les espèces les plus abondantes. Donc vous avez un aller-retour en permanence entre les populations actives, qui sont les populations majoritaires à un environnement donné à un moment donné, et les populations qu'on appelle de la banque, qui sont des populations très minoritaires, mais qui peuvent devenir majoritaires selon les conditions, etc. Donc ça, c'est le schéma écologique classique de l'écologie microbienne. Alors les virus là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, les virus, c'est ce qu'on appelle kill the winner, c'est-à-dire que le problème, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez des conditions qui sont extrêmement favorables ici pour une espèce, cette espèce va se développer, elle va avoir tendance à se développer énormément, à utiliser toutes les ressources, à conquérir le milieu, et en fait, si on la laisse se développer de façon exponentielle, tant qu'il y a de la ressource, elle va complètement épuiser le milieu, et elle risque d'éliminer en fait cette diversité qui est là, qui est nécessaire au maintien de l'écologie, de l'équilibre écologique du système.
En fait, ce qu'on voit quand même, ce qui se passe, et ça c'est aussi une règle de l'écologie en général, pas qu'en milieu marin d'ailleurs, c'est que dès qu'une population devient extrêmement importante, en densité, à ce moment-là, ce qu'on voit se développer très très rapidement, c'est des virus qui vont arriver et qui vont détruire cette population pour la ramener et la maintenir à un niveau favorable. Et donc, en fait, on tue le gagnant, c'est-à-dire que dès qu'une espèce se développe trop, on voit tout de suite une infection virale qui se développe et qui va permettre de maintenir un petit peu cet équilibre pour éviter que certaines populations qui envahiraient complètement le milieu soient en fait, c'est un des facteurs limitants des populations pour leur développement. Donc, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, on le voit, dans toutes les études quantitatives qui ont été faites, où on voit que ce modèle, en fait, de régulation un petit peu des populations microbiennes en milieu marin, entre autres, fonctionne plutôt bien. Voilà, ça c'était un petit peu la génomique environnementale que je voulais développer. Il est 11h20. Voilà. Donc voilà, ça c'est la génomique environnementale qui est là. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je vais vous le dire, mais c'est peut-être mieux d'avoir les questions au fur et à mesure qu'après, même si on gardera un petit peu de temps pour les questions. Donc ensuite, ce dont je voudrais vous parler, c'est des approches fonctionnelles sur ces virus marins. C'est-à-dire un petit peu comment on peut espérer avoir plus d'informations sur ces virus, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est des informations très globales sur leurs abondances, leur diversité aux différents endroits. Mais évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ces virus fonctionnent. Alors, comment on peut faire pour avoir des études fonctionnelles et pour pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension? C'est un petit peu ce que je vous ai présenté au départ, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là revenir vers des études plus fonctionnelles, où on va prendre de l'eau de mer, et on va tester cette eau de mer sur différentes espèces d'hôtes potentiels, donc de microalgues ou de micro-organismes en général, et on va essayer d'isoler les virus pour les purifier, pour évidemment faire de la génomique dessus, parce que maintenant ça fait partie des études classiques, mais aussi faire des études de lyse pour déterminer leur cycle lipique ici. On va essayer de connaître leur génome, de voir un petit peu comment leur génome est constitué et essayer d'avoir le maximum d'informations dessus. Et là, dans ce cas-là, on a le système complet hôte-virus. C'est-à-dire qu'on a le couple hôte-virus qui est isolé, qui est fonctionnel, et donc on peut travailler dessus en laboratoire et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je reviens sur ce que je vous ai montré tout à l'heure et sur cette liste-là, parce qu'en fait ce genre de choses, c'est-à-dire où on a l'hôte et le virus bien isolés, chez les eucaryotes, au moins, il n'y en a pas beaucoup. La liste là, elle n'est peut-être pas complète, mais quasiment. Ça veut dire qu'on a à tout casser une quinzaine, voire une vingtaine de microalgues pour lesquelles on a identifié, et on les a physiquement, on les a fonctionnellement, ces microalgues. Et donc, vous voyez, il y en a quand même pas beaucoup. Donc, ça veut dire que ces études-là, c'est long, parce que le temps de faire des prélèvements, d'isoler les virus, de les caractériser, etc., c'est des études qui sont longues, qui vont prendre plusieurs mois pour une ou deux personnes à chaque fois, et c'est aléatoire, et donc c'est quand même des études extrêmement longues, ce qui explique qu'il y a, en fait, les gens se sont concentrés sur un certain nombre de modèles. Et là, on fonctionne dans cette approche, dans ce type d'approche, on fonctionne par la notion de modèle, c'est-à-dire qu'on va prendre un couple hôte-virus modèle qu'on va étudier à fond, plutôt qu'essayer d'en isoler plein parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. Plutôt. Alors en fait voilà, et donc les modèles existants, si je reprends cette couronne des eucaryotes ici, donc, parce que c'est quand même la base pour les eucaryotes ici, et bien, en modèle, vous avez un premier modèle qui est là, c'est des microalgues qu'on appelle des aptophytes ici. C'est le Emiliania Huxley qui est là, qui est un modèle sur lequel je vais revenir tout à l'heure. On a deux modèles d'algues vertes qui sont là, donc des chlorophytes ici, et puis c'est des chlorelles, et puis ici des mammillales, donc des petites algues marines qui sont là, des microalgues. Et en fait,
C'est tout. Alors il y a quelques... Je reviendrai après dessus parce que je voulais quand même mentionner. Vous avez ici un groupe extrêmement important dans l'océan de microalgues dont vous avez dû entendre parler, qui s'appelle les diatomées, qui sont là, pour lesquels il y a quelques virus qui ont été isolés, mais très peu finalement. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc le premier modèle, c'est Emiliana Huxley. Donc Emiliana Huxley, ça c'est un unicellulaire, ça fait à peu près entre 5 et 10 microns, hein, donc c'est petit, avec ces petites micro-écailles de calcite qui sont dessus là, et qui forment ces grandes efflorescences ici qu'on peut détecter par satellite. Et vous avez ici juste un exemple d'un virus qui vient interagir avec cette microalgue ici. Et c'est le premier système pour lequel un virus a été vraiment caractérisé ici. Et donc le premier génome qui a été séquencé d'un virus en 2005. Donc c'est un virus qui a un génome d'ADN double brin circulaire, qui est très gros, hein, 400 kb base, donc c'est un très très gros virus. Ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle les virus géants. C'est parmi les plus gros virus qui existent, même si maintenant on en a isolé des beaucoup plus gros. Alors ça c'est important parce que cette microalgue-là est capable de faire des grosses efflorescences, comme je vous disais, et donc a un impact extrêmement important sur l'écologie marine en général. Donc d'où le choix de ce modèle. Alors un deuxième système qui est intéressant, c'est pas marin, c'est en eau douce. Mais je trouve qu'il est intéressant parce que d'abord il n'y en a pas tant que ça, et puis ensuite c'est un système, là c'est un ménage à trois un petit peu, hein, c'est un système à trois partenaires, c'est-à-dire que vous avez des paramécies qui vivent dans les mares, dans les eaux douces, etc. Ces paramécies qui ingèrent des microalgues, et certaines de ces microalgues comme les chlorelles sont capables d'échapper à la phagocytose et vont se réfugier un petit peu à l'intérieur de la microalgue, alors à l'intérieur de la paramécie, pardon. Alors ces microalgues, elles peuvent soit être à l'intérieur de la paramécie, soit on peut les cultiver de façon complètement libre ici. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces microalgues, les chlorelles, sont attaquées par beaucoup de virus. Les virus dans le milieu aquatique sont extrêmement abondants, et donc ils vont pouvoir liser ces cellules, alors que quand elles sont à l'intérieur ici, elles sont protégées. Elles sont protégées puisque le virus ne peut plus les attaquer, puisqu'elles sont à l'intérieur de la paramécie ici. Et on soupçonne qu'il y ait par contre des échanges métaboliques, puisque ces microalgues sont capables de faire de la photosynthèse et d'apporter de la source carbonée à la paramécie. Donc il y a un trade-off, en fait, un donnant-donnant entre l'apport de matière carbonée pour la paramécie, particulièrement à des moments où défavorables dans l'environnement, et par contre, en échange, il y a une protection un petit peu contre les virus. Et donc ces virus qui attaquent ces chlorelles sont extrêmement abondants et ont été très très isolés il y a déjà un certain temps. On arrive à les isoler, ils ont été caractérisés, c'est des virus assez gros et qui sont capables, voilà, ils ont cette forme-là. Et donc maintenant, on a aussi un deuxième système, donc, qui est l'algue verte, qu'on arrive à cultiver, à faire des monocouches comme ça sur des boîtes de gélose. Et quand on étale de l'eau, on voit que chaque plage de lise ici, c'était un virus au départ qui a commencé à liser les algues. On arrive à isoler le virus comme ça. Donc ça, c'est un système intéressant parce que là, on commence à voir que les interactions ne sont pas si simples que ça et qu'il peut y avoir des interactions à plusieurs partenaires, à plus que deux partenaires. Le troisième modèle dont je voudrais parler, qui est maintenant un modèle qui commence à être assez bien connu, c'est avec un petit groupe de microalgues, des prasinophytes, des mammielophycées, avec trois genres de microalgues, Osteococcus, Bathycoccus et Micromenas. Alors ça, c'est des microalgues qui sont extrêmement abondantes aussi dans l'océan. Elles sont très petites, ce sont des eucaryotes, mais qui font 1 micron, c'est-à-dire la taille des Escherichia coli. Donc c'est la taille d'une bactérie. Et par exemple ici, c'est juste pour vous, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, il y a beaucoup de petites microalgues comme ça, qui avaient été longtemps négligées parce que c'était pas évident de les voir en microscopie, on les voit quasiment pas. Et donc c'est plutôt les études de cytométrie en flux qui les ont permis de les identifier. En fait, cette cellule, elle est assez extraordinaire parce que c'est le prototype minimum d'une cellule eucaryote. Ça fait 1 micron, vous avez un noyau, vous avez un gros chloroplaste, un seul, avec un grain d'amidon ici. Vous avez une seule mitochondrie qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de flagelle. Donc là, vous ne pouvez pas imaginer plus simple pour une cellule eucaryote.
juste le minimum un petit peu. Et donc ici c'est la même chose, ici c'est Bathycoccus, c'est un petit peu plus gros, mais pas beaucoup. Vous avez toujours qu'un seul chloroplaste, là, il est en train de se diviser avec le grain d'amidon, et vous avez autour, là on les voit, ça c'est une coupe, on voit des écailles de polysaccharides qui sont là, qui sont autour. Mais sinon c'est un peu la même chose. Et puis Micromonas, toujours la même taille, grosso modo. Il n'y a pas d'écailles, mais par contre là il y a un long flagelle. Donc voilà, différentes morphologies, assez étonnantes pour des cellules aussi petites. Donc ces trois genres ici sont extrêmement abondants. Micromonas par exemple sur les côtes bretonnes est extrêmement abondant. Voilà. Et donc ces microalgues sont elles aussi attaquées de façon très importante par des virus qu'on arrive à isoler assez facilement par des plages de Lise et qu'on arrive à visualiser. Ici vous voyez que quand vous mettez beaucoup de virus, vous voyez que en fait, vous avez une couronne de virus en fait, qui viennent se fixer à la surface, qui sont capables d'infecter les cellules. Donc une fois qu'on a ce genre de système, c'est-à-dire qu'on a l'hôte et le virus, on peut faire un certain nombre d'études. Donc un certain nombre d'études, voilà, ce qu'on peut faire, c'est donc ici, vous voyez, vous avez une culture d'algues qui va pousser normalement en quelques jours. Vous voyez, ça se développe. Ici, c'est le nombre, ici c'est la concentration d'algues, et ici c'est le temps en jours. Donc ça se développe. Et si vous avez mis du virus, vous voyez qu'au bout d'une journée, les populations chutent complètement parce qu'elles sont attaquées et visées par le virus. Et là, on arrive à avoir la morphologie du virus et voir un petit peu comment ça se passe. Et on arrive à reconstituer le cycle, c'est-à-dire que là, vous voyez, au temps zéro, vous avez un virus qui vient infecter l'algue, ici, et là. Au bout de 4 heures, vous ne voyez plus rien, c'est-à-dire que le virus a complètement disparu, puisqu'il est à l'intérieur, il a injecté son matériel sur son génome, et il est en train de se répliquer ici, mais on ne voit rien d'un point de vue morphologique. Et dès 6 heures, on commence à voir des particules virales qui apparaissent ici. Et au bout de 8 heures, on voit les premières lises. C'est-à-dire que le cycle est extrêmement court. En 8 heures, le virus a eu le temps d'infecter, de se répliquer à l'intérieur de la cellule et de liser la cellule. Donc ça va quand même assez vite. Alors, ces génomes ont été séquencés dans ces systèmes-là, là aussi. Vous voyez, donc soit c'est des génomes circulaires ici, soit c'est des génomes linéaires. Alors là, pour la représentation, ils sont coupés pour des raisons de commodité, mais c'est en général des génomes qui sont en un seul morceau, qui font 200 kilobases. C'est aussi des chrogénomes, même s'ils sont un peu plus petits que ceux-là. Et donc, vous avez maintenant toute une liste de virus qui ont été identifiés pour différents hôtes ici. Et on a séquencé, enfin les génomes de tous ces virus ont été séquencés. Et on commence maintenant à avoir tout un ensemble d'informations importantes sur ces virus. Alors, ce que je voudrais revenir sur... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces virus... Alors là, je prends un exemple de bactériophages, mais c'est un petit peu le cas, même si c'est beaucoup moins le cas pour les virus eucaryotes, c'est que ces virus sont capables, en fait, de transférer des gènes d'un organisme à l'autre. Et ça a été bien montré chez les prokaryotes, où là, ils sont capables de faire des transferts horizontaux. C'est-à-dire que dans le génome de ces virus, on va trouver un certain nombre de gènes qui sont des gènes d'eux hôtes, et notamment des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans la photosynthèse ici. Et on voit que les virus vont pouvoir servir de navette pour transférer des gènes d'un hôte vers un autre hôte. Et ça a été bien montré pour des Prochlorococcus ou des Synechococcus ici. Vous avez des gènes notamment impliqués dans la photosynthèse qui sont dans le génome du virus et qui sont d'origine de l'hôte. Et on voit qu'on va pouvoir avoir des transferts comme ça, des gènes de l'hôte. Pardon? Oui, c'est un peu ça. Oui, ça va, je vais y arriver. Alors ça c'est vrai, donc il y a des transferts horizontaux qui sont importants chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, il y en a, mais c'est quand même très faible. Par contre, ce qu'on voit dans les génomes des virus qui infectent les hôtes, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gènes qui sont d'origine bactérienne. Et ça, c'est étonnant parce que finalement, ces virus n'interagissent pas avec des bactéries a priori puisqu'ils infectent des eucaryotes, alors qu'on va voir un certain nombre de gènes qui sont d'origine bactérienne. Et là, c'est un petit peu un mystère.
Et je voudrais juste vous montrer, par exemple, vous montrer un exemple ici, où vous avez dans le génome, ici, dans la partie extrême, donc le côté 5' ici du génome, hein, vous avez un certain nombre de gènes qui sont là et qui sont plus ou moins conservés et qui vont être impliqués, qui sont d'origine bactérienne, et qui vont être impliqués dans la biosynthèse de certains acides aminés ici. Et là, il y a toute une étude qui est en cours actuellement, et tout un ensemble de questions qui se posent pour savoir un petit peu comment, à quoi ça peut bien servir ça. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que quand un hôte eucaryote est infecté par un virus, en général, il va se mettre en repos métabolique pour essayer d'éviter de fournir au virus trop de matériel pour pouvoir se répliquer. Et donc on voit en général un shutdown, donc une chute de l'activité métabolique et notamment de la production d'acides aminés. Et ce qu'on voit, c'est que le virus a été capable en fait d'intégrer dans son génome un certain nombre de gènes d'origine bactérienne essentiellement, et là on ne sait pas trop comment ça a été fait parce que ce n'est pas clair. Ces gènes sont capables en fait de stimuler les chaînes de biosynthèse des acides aminés et donc de réactiver un petit peu la machine métabolique de l'hôte. Donc ça, c'est encore des choses un petit peu hypothétiques, mais qui sont quand même actuellement extrêmement étudiées. Alors, comment ça peut fonctionner? Une liste virale. En fait, là, vous avez un schéma qui reconstitue un petit peu les différentes étapes. Donc, vous avez le virus qui est là, qui va pouvoir reconnaître des récepteurs à l'extérieur de la cellule. Alors, soit il y a une paroi et il va falloir digérer la paroi, soit il n'y a pas de paroi et donc il va falloir simplement pénétrer, injecter en fait l'ADN viral à l'intérieur de la cellule. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que l'ADN viral, pas que le génome viral qui est injecté, mais aussi des protéines qui sont embarquées dans la capside. Et ensuite, il va y avoir production des premiers acides, des premiers ARN messagers, qui vont donner des protéines précoces, qui vont ensuite permettre de revenir dans le noyau et de faire de la réplication d'ADN ici, pour avoir le génome viral qui va pouvoir se répliquer. Ensuite, il va y avoir une transcription tardive ici pour avoir les protéines tardives, notamment celles de la capside, et pouvoir avoir un assemblage à l'intérieur du cytoplasme ici. Alors ce que vous voyez ici, c'est un schéma qui est vrai, qui a été montré de façon globale pour justement ces virus de chlorelle que je vous montrais tout à l'heure, qui sont capables de se réfugier, entre guillemets, à l'intérieur d'une paramécie, ou pour ces virus de prasinophytes, de petites algues vertes. Ce que vous voyez, c'est que toutes les flèches qui sont pleines ici sont des flèches pour lesquelles ces étapes ont été expérimentalement démontrées. Par contre, quand vous avez un pointillé ici, c'est que ce sont des étapes qu'on suppose, parce qu'il n'y a pas, voilà, ça peut se passer que comme ça, on ne voit pas comment autrement, mais qui ne sont pas encore complètement expérimentalement démontrées. Et c'est extrêmement difficile ici de montrer l'ensemble de ces étapes et comment, en fait, ces étapes sont réellement réalisées. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt des étapes hypothétiques, même s'il y a une forte probabilité. L'interaction, alors souvent ce qu'on voit, c'est que en fait, ce ne sont pas juste des capsides comme ça inertes. Et en fait, souvent ce qu'il y a, c'est qu'il y a un apex qui est là, avec une pointe qui est capable un petit peu d'interagir. En général, c'est cette pointe-là qui interagit avec la paroi ou avec la membrane de l'hôte. Ici, il y a une poche où on soupçonne qu'il y ait un ensemble de protéines qui sont à l'intérieur de la capside, qui vont pouvoir être injectées en même temps que l'acide nucléique. Et là, vous avez, alors pour ces virus-là, c'est des virus enveloppés. Donc vous avez une membrane ici qui va envelopper le génome. Alors là, on voit des très belles images de microscopie électronique où on voit ces virus avec la pointe ici qui sont capables d'interagir et qui sont là. Alors ils injectent en fait, ça on le sait, il y a une cellulase qui est là, qui va être capable de digérer en fait la paroi qui est là. Et on voit que la paroi là, commence à se faire digérer pour pouvoir ensuite rentrer. Et là, on voit des interactions où là, la paroi a été digérée et on voit que la membrane, l'enveloppe du virus est en train de fusionner avec la membrane de la cellule hôte ici. Et donc, il va y avoir une fusion pour que le virus puisse ensuite injecter son matériel. Voilà, on voit ici aussi, pareil, alors là, il n'y a pas de paroi dans ce cas-là, c'est directement la membrane qui interagit avec le virus. Et on voit qu'il y a des interactions qui se font. Et là, pareil, le virus est en train d'injecter son matériel.
Alors, ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que les virus sont très spécifiques de leur hôte, c'est-à-dire vont être capables d'infecter que leur hôte, ou est-ce qu'il y a une large gamme d'hôtes pour les virus? Et en fait, ça a été bien fait chez les prokaryotes et chez les eucaryotes, où on voit qu'on a différentes catégories de virus. Ici, vous avez tout un ensemble de virus qui sont là, qui ont été isolés. Donc ça, c'est sur des cyanobactéries. Donc là, une vingtaine, une trentaine de virus qui ont été isolés séparément. Et là, vous avez des hôtes potentiels, donc soit des prochlorococcus, soit des synéchococcus qui sont là, donc différentes lignées. Et vous voyez que quand vous avez un rond ici, c'est qu'il y a lyse. Quand il y a juste un point, c'est qu'il n'y a pas lyse. Et donc vous avez des catégories de virus, comme ceux-là, qui n'infectent qu'un seul hôte, c'est-à-dire la lignée sur laquelle ils ont été isolés. Et là, on le voit très très bien. Et puis vous avez d'autres, pardon, je reviens en arrière. Et puis vous avez d'autres virus qui sont capables d'isoler, d'infecter plusieurs lignées, voire plusieurs genres, puisque là, vous êtes capable des virus qui sont capables d'infecter et de liser à la fois des prochlorococcus et des synéchococcus. Et c'est ce qui est retrouvé aussi chez les eucaryotes, et ça a été un petit peu une surprise parce qu'on pensait que les virus étaient quand même extrêmement spécifiques. Et là, pareil, le même type de schéma, donc là, du coup, on est chez des eucaryotes, où là, vous avez, pareil, une trentaine de virus qui ont été isolés ici, et là, vous avez une trentaine d'autres. Alors ici, c'est la même espèce, mais des lignées différentes de la même espèce. Ici, vous avez le même genre, mais des espèces différentes. Et puis là, vous avez des genres différents. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là encore, vous avez des virus qui, en fait, ne sont capables de liser que la lignée sur laquelle ils ont été isolés, très clairement. Et puis, vous avez un ensemble de virus qui sont capables d'infecter la plupart des lignées de la même espèce. Et puis vous avez des virus qui sont capables d'infecter plusieurs espèces. Là, voilà, ils vont infecter quelques lignées, mais pas toutes. Et puis ils vont infecter aussi deux autres espèces là, ici. Et vous avez même et d'autres espèces là. Par contre, vous n'avez jamais de virus qui sont capables d'infecter deux genres différents. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a jamais qui ont été isolés. Et la pile commence à fatiguer. Ça, je vais passer. Voilà. Alors, la dernière question que je voudrais aborder avec vous, c'est une question quand même qui se pose, c'est que vous avez dans la colonne d'eau, vous avez les hôtes et les virus qui sont là, qui coexistent. Donc comment ils coexistent en fait? Parce que comment les hôtes peuvent échapper un petit peu au virus et comment tout ça, ça s'équilibre? Alors il y a plusieurs façons. La première, c'est la dilution des partenaires. Il est certain que si l'hôte et ou le virus est très très dilué, à ce moment-là, eh bien, vous avez une probabilité de rencontre qui est faible. Donc à ce moment-là, les deux partenaires peuvent coexister. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, et parfois, vous avez besoin de systèmes un peu plus sophistiqués. C'est le système que je vous ai montré tout à l'heure avec la symbiose à l'intérieur de la paramécie, où en fait les microalgues, quand il y a trop de virus, peuvent se réfugier à l'intérieur de la paramécie. Donc ça, c'est un système, en fait, c'est le système de la symbiose, et donc protection de l'hôte. Vous avez d'autres choses plus étonnantes. Ce qui a été bien décrit là, c'est, je reviens sur Emiliania Huxley et ce système-là, parce que, en fait, cette algue qui est là, quand elle est dans cette forme-là, elle est diploïde. Donc c'est la forme végétative, diploïde, qui se multiplie par mitose, etc. Mais de temps en temps, cette algue, quand les conditions deviennent défavorables, par exemple, va pouvoir produire des gamètes, faire du sexe, et ensuite donc, produire une phase haploïde, et revenir à une phase diploïde par sexualité. Et donc la phase haploïde, c'est-à-dire la phase gamète, c'est celle-là qui est très différente. C'est-à-dire qu'on pensait même à un moment que c'était deux espèces différentes. En fait, c'est la même espèce, simplement en phase diploïde ici, et puis en phase haploïde qui est là, qui est la gamète, avec des flagelles qu'il n'y a pas ici, et qui ont perdu ces écailles et des propriétés de surface différentes. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la phase diploïde était très sensible au virus, alors que la phase haploïde est complètement insensible au virus qui infecte la phase diploïde. Donc là, on voit que en fait, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que l'hôte ici est capable de faire du sexe en fait pour échapper à la lyse virale.
Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Et donc ensuite, à partir de ces gamètes, il va pouvoir y avoir fusion et repartir sur une phase diploïde. Il y a des réponses métaboliques sur lesquelles je ne vais pas trop insister parce que c'est assez mal connu, mais on sait qu'il y a des réponses métaboliques. Et en fait, ça je vais passer aussi. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que finalement, ce qui a été observé, c'est que quand vous mettez... Bon, quand il n'y a pas de virus, vous avez la population d'algues qui se développe. Donc là, c'est au cours du temps, et puis la concentration cellulaire, donc ça se développe. Si vous mettez un virus, il y a une chute de la population. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a jamais 100% de mortalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelques cellules qui restent là, qui deviennent résistantes, et qui vont se développer, et qui sont résistantes. C'est-à-dire que si vous rajoutez du virus sur cette population-là, ces cellules sont résistantes. Donc vous avez une résistance qui se développe, systématiquement pour plusieurs espèces, et quand vous regardez attentivement en fait, les publications, ce qu'on voit, c'est que c'est un phénomène extrêmement général qui est observé dans tout un ensemble de micro-organismes ou de micro-algues, c'est-à-dire que la mortalité n'est jamais de 100%. Il y a toujours un certain nombre d'individus qui vont pouvoir échapper à la lyse, et qui vont non seulement échapper à la lyse, mais pouvoir se développer en étant devenus résistants. Et ça, c'est un phénomène qui est très général et qui est très peu étudié, qui a été très peu étudié, jusqu'à récemment. J'arrive à... Donc là, juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner, donc on va prendre un exemple ici sur cette microalgue, parce que ça a été assez bien étudié sur Ostreococcus ici. Et ce qui a été fait, c'est que là, c'est juste une expérience que je vous montre. En fait, c'est qu'il y a eu un ensemble de lignées sensibles qui ont été développées de façon indépendante et un ensemble de lignées résistantes qui ont été développées ici. Donc une 38 lignées résistantes ici qui ont été isolées, clonales, et 8 lignées sensibles ici. Et ces lignées résistantes, en fait, ce qu'on a regardé, c'est à quel moment cette résistance apparaît. C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment de l'absorption ici, ou est-ce que c'est à l'intérieur ici, par un processus métabolique, c'est-à-dire essayer de caractériser un peu mieux cette résistance. Et donc, on peut caractériser soit l'absorption ici, soit on peut imaginer que c'est l'entrée qui est bloquée quand il y a résistance, soit on peut imaginer que c'est la réplication ou l'encapsidation ou le relargage qui est bloqué. Et en fait, comment ça a été étudié, ça ? C'est un petit peu... Voilà, en fait, ce que vous faites, c'est que vous incubez une suspension cellulaire, vous mettez du virus avec, vous le laissez... Je vais prendre mon clavier parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà, donc vous le laissez incuber, vous faites une centrifugation, vous récupérez dans le surnageant et vous comptez les particules virales et vous comptez celles qui ne se sont pas absorbées. En fait, et vous voyez s'il y a une absorption importante ou pas. Et ce qu'on s'est rendu compte dans ce cas-là, mais c'est en général le cas, c'est que quand ce sont des cellules sensibles, il y a une absorption qui est importante, de l'ordre de 60 à 80%. Là, il y a des témoins, mais en fait, toutes les lignées résistantes qui sont là, on voit qu'il n'y a pas en fait, d'absorption, et donc que c'est l'absorption qui est bloquée. Ouais, ça, je vais passer. C'est un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ces résistances, en fait, sont des résistances qui sont uniquement contre le virus pour lequel la résistance a été acquise. C'est-à-dire que si vous prenez des cellules qui sont résistantes, que vous ajoutez de l'eau de mer par-dessus, dans lequel il y a des virus, qui a été filtré à 0,2 microns, ce que vous voyez, c'est que les cellules soient sensibles ou que les cellules soient résistantes, en fait, ces cellules résistantes sont résistantes au virus pour lequel la résistance a été acquise, mais ne sont pas du tout résistants aux autres virus qu'il y a dans l'environnement. Donc la résistance n'est pas quelque chose de global, c'est juste une résistance contre ce virus-là. Et ça, c'est ce qui a été bien montré, donc je vous passe les détails, mais ça a été bien montré. Donc pour terminer, je vais terminer là-dessus. Simplement, je reviens sur ce schéma global et sur le fameux chaîne virale qui est là. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'on sait maintenant, bien, on a un petit peu ouvert la boîte noire. C'est-à-dire qu'on sait maintenant quelles sont les diversités virales et quels sont les virus. On sait que les virus sont très abondants.
On connaît un peu mieux leur diversité avec leur biogéographie, c'est-à-dire qu'on sait, grâce aux grandes expéditions, où ces virus sont et comment ils sont répartis dans l'océan mondial. On commence à savoir pour un certain nombre d'entre eux comment ça fonctionne, quels sont les cycles viraux, comment il y a des résistances qui apparaissent, etc. Et par contre, la grande question qui reste encore, c'est l'estimation quantitative. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelques données, mais très peu. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ici. Et en fait, savoir quelle est l'importance de ce chêne viral ici dans les grands cycles biogéochimiques de l'océan. Et on a quelques données. On pense que ça correspond à quelque chose d'important. Et ça, c'est des données qui datent de 2007 déjà et qui sont très fragmentaires. Et on ne sait pas exactement quelle est l'importance de ce chêne viral et comment le chêne viral va modifier tous ces grands cycles géochimiques. Alors ça, c'est important pour connaître le fonctionnement, le fonctionnement de l'océan. Et par exemple, on ne sait pas si le chêne viral, en fait, va provoquer plutôt une source de CO2, c'est-à-dire qu'il va stimuler la boucle microbienne et donc la respiration et donc le relargage de CO2, ou si au contraire, il va stimuler la sédimentation et à ce moment-là, ça va être un piège à CO2. Donc on ne sait pas si c'est vraiment une source ou un piège à CO2. Et ça, c'est important pour les modèles climatiques. Et quand on vous dit que, par exemple, à 30, 40 ou 50 ans, la température va augmenter selon les scénarios, de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, etc., ça dépend énormément des flux, notamment océaniques. C'est-à-dire que tous ces flux doivent être quantifiés et en fonction de la quantification de ces flux, les modèles vont pouvoir tourner d'une façon différente. Et effectivement, ce genre de grand inconnu encore explique que les modèles donnent des estimations d'évolution du climat qui sont différentes selon les scénarios qu'on va privilégier. Et d'où l'importance d'avoir ces estimations quantitatives ici. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Juste peut-être pour vous rappeler le message que vous pouvez retenir, c'est que les virus sont extrêmement abondants dans l'environnement marin, que ce sont très majoritairement des virus à ADN double brin, même s'il y a un biais potentiel. La diversité et la biogéographie des virus commencent à être connues dans l'océan, donc ça on commence à bien la connaître. Il y a quelques systèmes hôtes virus aquatiques qui sont connus. La résistance virale est un phénomène très général qui est observé dans différentes populations de micro-organismes, que ce soit des prokaryotes ou des eucaryotes. Et il semble que les virus sont des partenaires absolument importants dans la régulation des interactions biotiques dans l'océan, ça c'est clair, mais on manque encore de données quantitatives pour vraiment quantifier ça et être beaucoup plus précis. Donc ça, je pense que c'est les quelques messages que vous pouvez retenir sur l'ensemble de cette question. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Juste pour vous rappeler que le labo est situé là. Donc ici, c'est le village de Banyuls ici. Et ça, c'est l'équipe dans laquelle je travaille à Banyuls. Et voilà, et le labo, en fait, il est juste là, voilà, sur le bord de mer. Voilà, donc je vais arrêter là. Et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toute question que vous pourriez avoir. Donc ça devrait, sur les virus marins, entre autres, sur la microbiologie marine en général, il y a énormément de données qui sont en train de sortir actuellement, donc les choses sont vraiment en pleine évolution, parce qu'il y a toutes les données de ces expéditions, et notamment de l'expédition Tara, qui sont en train d'être utilisées par tout un ensemble de groupes, en Europe en général, mais plus largement aussi, et qui utilisent ces données pour faire des analyses, des études, etc. Et donc on commence à voir les articles qui sortent de façon très importante. En janvier dernier, donc il y a quelques semaines, est sortie une grosse publication qui met à disposition l'ensemble des données donc de séquençage qui ont été faites. Le séquençage de Tara a été fait au Génoscope à Ivry, donc à côté de Paris. Et l'ensemble des données sont publiques maintenant, sauf la zone arctique, qui n'est pas encore publique parce que les gens qui ont fait l'expédition
veulent les garder encore un petit peu, mais ça va venir très rapidement. Et l'idée, c'est vraiment que les données soient entièrement publiques, de manière à ce que dans des bases de données, on puisse aller les récupérer et les gens puissent travailler dessus. Donc, voilà. Ces données, oui, vont être extrêmement importantes et je pense que beaucoup de données vont sortir beaucoup d'études vont sortir dans les mois qui viennent. Voilà, donc ces expéditions, alors il ne faut pas croire que les gens sont restés 4 ans sur le bateau en fait, hein, c'est des expéditions par bloc de 4 semaines. Donc les scientifiques qui sont à bord se renouvellent toutes les 4 semaines. C'est-à-dire qu'il y a les différents laboratoires européens ont envoyé des personnels pour travailler sur le bateau, parce que c'est quand même c'est quand même assez dur comme condition. Et donc c'est du travail de filtration 12 heures par jour, voire plus. Et donc dans des conditions de vie qui sont souvent assez spartiates. Et donc déjà 4 semaines sur un bateau comme ça, c'est bien. Donc c'est renouvelé. Le bateau lui-même fait le tour du monde en 4 ans, mais évidemment les personnels sont renouvelés très régulièrement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions ou pas. Voilà. Bien, merci de votre attention et je vous libère pour le déjeuner. Voilà. Moi, c'est vrai que tout ce qui est écologie, c'est pas forcément ce que j'aime. Après, le virus, ça m'intéresse plus que les virus marins. Mais c'est vrai que j'étais pas au courant qu'il y avait autant de virus dans l'océan. Je me baignerais plus, j'éviterais de boire à la tasse maintenant. Je me dirais, oh, j'ai pris plein de virus. C'est ciblé comme sujet, donc c'est un exemple assez précis, c'est des recherches plutôt récentes. Et c'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de cours comme ça en fait. C'est un intervenant extérieur qui vient d'une autre région. D'habitude, il venait plus de Rennes, tout ça. Donc, ouais, ces recherches sont très intéressantes. Je pense que je vais aller voir les publications. C'est bien parce que ça fait le lien entre plusieurs disciplines. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit qui me rappelaient ce que j'ai vu un peu en géologie ou des choses comme d'autres matières. Et du coup, là, ça fait le lien entre certains micro-organismes, entre vraiment des virus, d'autres micro-organismes. Et donc, à l'échelle de la planète, pour ce qui est, comme il disait à la fin, de l'étude du climat, on peut apprendre des choses grâce à des micro-organismes pour voir quel effet ils ont. Voilà. Hervé Moreau, donc aujourd'hui, est intervenu dans une UE qui s'appelle une UE en 3e année de licence, qui s'appelle Virologie Microbiologie. Donc dans cette UE, on a organisé, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'organise un cycle de conférences. Et l'idée, c'est que les étudiants voient différents métiers de la virologie, à travers les conférenciers. Donc il y a des conférenciers qui sont venus en ayant un parcours universitaire comme eux, mais on a eu un pharmacien, un médecin, on a eu un vétérinaire. Donc différentes approches de la virologie dans différents domaines, soit la virologie humaine, par exemple on a eu un conférencier sur les hépatites ou sur l'herpès, et puis aujourd'hui Hervé qui est plutôt sur des approches environnementales. Donc voilà, l'idée est pour eux, au-delà du cours, qui est très académique et un peu classique, c'est qu'ils voient différents métiers autour de la virologie, différentes approches dans différents secteurs, que ce soit animal, aquatique, humain.